de rencontrer nos administrés, les habitants, mais d'une manière assez récurrente, on retrouve toujours les mêmes personnes parce que pour beaucoup de gens, il est difficile de se déplacer le soir, en fin de journée, après le boulot, pour une réunion qui peut durer 1 heure, 2 heures, voire plus. Donc on a décidé d'essayer de cette formule du Facebook Live pour essayer de rendre la chose un petit peu plus interactive et un peu plus accessible à tout le monde. Je remercie par avance tous ceux qui resteront fidèles à cette rencontre jusqu'à son terme et bien entendu, par avance, on excuse tous ceux qui ne seront que de passage. Voilà, j'insiste, c'est une expérimentation que nous menons aujourd'hui. Nous serons très attentifs à vos commentaires, aux retours que vous pourrez nous apporter sur le déroulement de cette rencontre citoyenne, de cette rencontre avec nos habitants, de cet exercice de démocratie participative qui a vocation essentiellement à vous apporter des informations, mais surtout à être à l'écoute de vos interrogations, de vos questionnements, de vos recherches de compréhension, de sens à l'action publique que nous menons. Comme il a été évoqué sur le slogan de cette rencontre citoyenne, nous avons en permanence pour objectif de construire la ville avec les habitants et au profit des habitants. Et donc, il est important que ça se fasse en connexion permanente. Contrairement à l'habitude que nous avons lors des réunions publiques organisées en salle, nous n'allons pas procéder à une présentation des projets en cours. Nous avons décidé de rentrer le plus vite possible dans le vif du sujet, dans l'interactivité. Et donc, pour ça, nous allons commencer par les questions qui nous ont été adressées en amont de cette réunion. Vous le savez, tout au long de celle-ci, vous pourrez réagir, vous pourrez poser de nouvelles questions. Nos collaborateurs vont s'efforcer de les gérer, de les regrouper, de les synthétiser par thème. Et tout au long de son déroulé, nous préparerons et nous apporterons les réponses autant que possible à vos questionnements. Voilà, ce préalable étant posé, donc je précise et je rappelle que je suis entouré de l'équipe des adjoints délégués de la collectivité, pratiquement dans son intégralité, et bien évidemment, je ne mobiliserai pas la parole, je donnerai la possibilité à chacun, au fur et à mesure des thématiques qui seront abordées, de s'exprimer dans son domaine de prédilection. Voilà, donc les membres de l'équipe des adjoints ne sont pas les gens qui sont en photo sur la diapositive, hein, ce sont bien les gens qui sont autour de moi. On n'a pas fait un nouveau recrutement. Et si vous le voulez bien, sans plus attendre, on va passer immédiatement à la première question, non par ordre d'importance, mais par chronologie qui nous a été posée, qui concerne le nouveau système d'éclairage public mis en place depuis déjà quelques mois. Alors, les questions apparaissent à l'écran pour nos interlocuteurs, hein, vous me confirmez ça, hein? Ok. Donc, je n'ai pas besoin de la lire et de la répéter, et je vais proposer à Pierre-Julien Marin, qui est l'adjoint en charge qui était à l'époque de la mise en service, l'adjoint en charge de l'éclairage public, et qui a suivi ce dossier de près, d'apporter la réponse à cette question. Bonsoir à tous. Alors oui, je vais apporter quelques éléments de réponse et aussi quelques petits éléments de contexte sur ce projet qui est un des projets phares de notre mandat. En 2 ans, on aura remplacé les 2661 points lumineux de la ville avec un éclairage 100% LED et 100% télégéré. Avec des objectifs forts, d'avoir 65% de consommation d'énergie en moins, d'avoir un abaissement de 23h à 5h du matin à 50%, d'éviter aussi 496 tonnes de CO2 et aussi diviser la pollution lumineuse par 8. C'est un dossier qu'on a fait avec le soutien de Saint-Étienne Métropole et France Relance, et aussi en partenariat avec la Banque des Territoires. Pour revenir à la question qui nous a été posée, la première des choses, c'est que nous n'envisageons pas d'éteindre l'éclairage la nuit, parce qu'on estime que pour des raisons de tranquillité, c'est important d'avoir cette visibilité pour tous. Par contre, l'abaissement de l'intensité lumineuse permet de rentrer dans ce cadre des économies d'énergie et d'utiliser nos ressources de bonne façon. Et on ne s'interdit pas dans des coins peut-être un peu plus reculés où il y a une densité d'habitation moins importante d'aller plus loin que les 50%
d'intensité lumineuse. Voilà les éléments que je pouvais apporter par rapport à cette question, mais j'espère que cette réponse ira à nos auditeurs. Merci Pierre-Julien. Donc à chaque fois, vous avez la possibilité de réagir par des commentaires sur la publication, évidemment. Et si des questions en rebond nous parviennent, on s'efforcera de les traiter au fil de la réunion. Voilà pour le premier point. J'espère qu'on a été complet. Vous l'avez compris, on a des objectifs de préservation des ressources énergétiques, de préservation de nos ressources budgétaires et de préservation aussi de la biodiversité, avec en même temps un souci, c'est d'apporter une amélioration du confort général à l'ensemble de nos habitants qui vivent ou qui transitent par notre collectivité. Ça me paraît important. Et un des objectifs principaux, c'était d'avoir un dispositif qui permet de réduire l'éclairement sans l'éteindre totalement, contrairement à ce qui s'est fait dans d'autres communes, même si tout le monde le sait, un certain nombre d'entre elles ont fait marche arrière sur le sujet. On peut passer à la question suivante, qui concerne le projet. Alors on en a au moins deux sur ce sujet. C'est le projet d'aménagement d'une voie de Mottedou, avenue Hélène Boucher. Et je vais laisser le soin à Pascal Dumazin, notre adjointe en charge des travaux, de présenter le contexte là aussi, et puis de répondre évidemment aux questions qui sont posées. Celui fonctionne. Ah voilà, celui-ci fonctionne. Donc je recommence l'intégralité parce que je suis.
Oh, c'est reparti. Avec toutes nos excuses, parce que c'est des soucis techniques qui peuvent arriver. Donc je reprends. Concernant la question, le sujet, ces travaux sont-ils opportuns ? La réponse est oui, par le nombre de personnes qui empruntent cet axe, que ce soit surtout à pied d'ailleurs, entre autres, puisqu'ils sont obligés de traverser actuellement la sortie d'autoroute, ce qui est très dangereuse, notamment pour les personnes avec des poussettes, parce qu'il y a beaucoup de familles qui passent sur cet axe. Mais aussi pour les cyclistes qui actuellement n'ont pas la possibilité de relier le rond-point, ce rond-point difficilement par la route. Donc la passerelle leur permettra d'être en toute sécurité sur l'axe du rond-point Colonna au rond-point des Gouterons sans avoir de problème de rencontre de voiture. La durée des travaux, c'est en cours, vous avez dû vous en rendre compte. Actuellement, les travaux sont situés sur les abords, donc pas trop perturbants pour la circulation. Mais dans les jours qui viennent, le terre-plein va commencer à être travaillé, ce qui va entraîner des fermetures nocturnes, peu de fermetures nocturnes, mais qui ne devraient pas provoquer trop de perturbations pour la circulation. Il se pourrait aussi qu'il y aura des restrictions de voies qui vont certainement gêner la circulation, mais elle ne sera pas arrêtée. Donc il y aura des ralentissements, c'est sûr. On ne peut pas vous dire qu'avec ces travaux, ça sera un long fleuve tranquille, mais on essaie de gêner le moins possible les usagers. Concernant le coût, oui, c'est un investissement conséquent qui est à la fois porté par l'État, Saint-Étienne Métropole et la commune, mais ça nous permet d'avoir un maillage important du territoire, Andrézieux-Vosges par exemple, qui est vraiment structurant. Voilà, je pense avoir répondu correctement. Merci Pascal. Alors effectivement, on va essayer de répondre le plus directement et le plus clairement à vos questions. Maintenant, sur ce dossier, je crois devoir replacer les choses dans leur contexte. Depuis le début du mandat, nous sommes engagés à un plan global de couverture du territoire de la commune pour favoriser des liaisons interquartiers entre les quartiers et les établissements publics principaux de la commune, y compris les établissements scolaires, bien évidemment, et aussi à favoriser les liaisons intercommunales, en sachant que ce qui concerne des liaisons intracommunales, ça relève de la mairie, de la commune, et pour ce qui concerne les liaisons intercommunales, c'est Saint-Étienne Métropole qui est susceptible d'intervenir. Donc ce petit tronçon, parce que finalement en termes d'hectomètres, c'est un petit tronçon, s'inscrit dans un dispositif global, Pascal l'a dit, qui peut permettre de rejoindre tout simplement Andrézieux-Boutéon à Saint-Galmier par l'intermédiaire de Vosges. Et puis il permet aussi de résoudre un point noir où nous avions des traversées piétons importantes sur cette bretelle d'autoroute sur laquelle nous étions régulièrement interpellés. Et encore une fois, il y a des gens qui préfèrent utiliser le vélo ou se déplacer à pied plutôt qu'en voiture. Et puis il y en a d'autres qui n'ont pas le choix parce qu'ils sont amenés à se déplacer peut-être à des horaires où les transports en commun ne sont pas disponibles pour leur plaisir, mais aussi pour aller travailler, notamment jusqu'au centre commercial voisin ou à toutes les entreprises qui sont présentes. Donc il est important pour nous de développer sur l'ensemble du territoire communal des modes de déplacement alternatifs à la voiture, à l'autoservice. Et effectivement, ça coûte cher. Ça coûte cher de faciliter la vie des gens, mais ce sont des investissements qui sont susceptibles de profiter à tout le monde et sur lesquels nous n'avons pas de doute sur la nécessité. Merci Pascal pour les réponses que tu as apportées. On va rester de toute façon sur le sujet puisque la question suivante n'est pas tout à fait éloignée. C'est vrai, l'avenue Hélène Boucher est une entrée de ville qui n'est pas au top de sa présentation. Et bien évidemment, je me permets de garder le micro sur le sujet, hein. Bien évidemment, l'aménagement que nous allons réaliser va permettre d'améliorer l'aspect visuel de cette entrée de ville. J'insiste sur le fait que dans un premier temps, on va s'arrêter au rond-point des Gouterons, mais que par la suite, une prolongation assez rapidement l'année suivante va être engagée jusqu'au rond-point des Murons, et puis probablement dans les années qui suivent en direction du rond-point de l'aéroport voire de la Gouillonnière.
Vous avez sous les yeux une représentation non contractuelle, soyons clairs, hein, c'est une illustration de la passerelle qui va piétonne et cycliste, qui va permettre d'enjamber la bretelle d'autoroute et qui va permettre des déplacements doux et sécurisés, ce qui nous paraît très important sur ce secteur. Il est évident que tous les environnements en espace vert et arboré accompagneront ces aménagements. Dans un deuxième temps, parce que là aussi, les premiers aménagements cyclables que nous avons pu réaliser ont fait l'objet de critiques, parce que certains trouvaient qu'il n'y avait pas d'espace vert. Eh bien oui, quand on aménage de nouvelles voiries, on fait d'abord les aménagements en mobilier urbain, en revêtement, en peinture, et puis dans un deuxième temps, on aménage des espaces verts. J'invite tout à chacun à venir, pour ceux qui ne l'ont pas fait depuis plusieurs semaines, à revenir sur la rue Charles de Gaulle, dans le centre-bourg d'Andrézieux. Elle a énormément changé d'aspect quand on l'a aménagée en sens unique, et elle a de nouveau changé d'aspect depuis quelques jours, depuis qu'on y a fait des plantations. Donc l'avenue Hélène Boucher et tout ce secteur bénéficiera lui aussi d'un nouveau look, si j'ose dire, et on espère que ce sera une nouvelle et belle image de notre commune qui sera renvoyée. Voilà pour cette question. J'espère en avoir fait le tour. On peut passer au point suivant, ce qui me permet de rendre le micro à Pascal Dumazet, tout simplement. Oui, les bords de Loire, effectivement, il y a eu des choses qui ont été faites. Beaucoup de choses restent à faire aussi. Sur les choses qui ont été faites, c'était les accès qui pouvaient être dégagés le plus rapidement possible qui ont été faits. Ce qui va être fait vraiment là, sans tarder, c'est le cheminement vers l'étang Sograma, qui n'est toujours pas accessible à ce jour, mais dont les travaux vont être engagés avant l'été, pour permettre à nouveau l'accessibilité à cet axe à tous les promeneurs. Il sera également refait le terrain de pétanque qui est au méandre, puisqu'avec la crue, le sable a été enlevé et endommagé. Donc ce terrain de pétanque va être refait, ce qui permettra aux usagers de profiter pleinement de cet espace des méandres. Et le terrain de beach volley va être également repris pour permettre, que ce soit au club, notamment au club, de pratiquer sereinement la discipline avec un sable changé, renouvelé et un espace remodelé, suivant les attentes du club. Voilà, donc au fur et à mesure on avance. Il ne faut pas oublier que sur ce dossier, les équipes ont dû monter un dossier de demande de prise en charge sur au niveau de l'État ou au niveau des assurances, qui a demandé beaucoup de temps parce qu'il a fallu estimer les dégâts, ce qui a été un travail de longue haleine, difficile. Il a fallu attendre la décrue, et ce n'est pas encore totalement le cas, notamment au niveau des étangs, puisqu'il reste encore beaucoup d'eau, notamment l'étang Sograma, puisque les bancs étaient encore sous l'eau il y a peu. Donc il faut attendre vraiment la décrue totale pour vraiment voir les travaux qui sont à réaliser, notamment sur les berges des étangs. Le reste sera fait au fur et à mesure. Mais les gros travaux là, dans les semaines à venir sont ceux que je viens d'énumérer. Merci Pascal. Je précise, parce que j'essaie de suivre les commentaires qui sont formulés sur l'usage de la passerelle, qu'effectivement on va essayer de mettre en place des dispositifs pour éviter que des véhicules motorisés l'utilisent, même si, vous le savez, en matière d'usage excessif, incivil et abusif des véhicules deux roues motorisés, c'est un combat quotidien, permanent sur l'ensemble de l'espace public. Mais néanmoins, évidemment, nous serons vigilants là aussi en termes de sécurisation de cet espace, comme sur l'ensemble d'ailleurs des voies mode doux de notre site. C'est sûr que la coexistence entre les différents modes de transport peut s'avérer problématique, notamment sur ces voies en mode doux. On voit aussi circuler des trottinettes motorisées, à motorisation électrique, et on espère malgré tout que une coexistence pacifique pourra s'instaurer sur ces aménagements. Sur les bords de Loire, je pense qu'on a fait le tour du problème. La photo qui était projetée tout à l'heure a été prise du belvédère du château.
où là, effectivement, le photographe était sûr de ne pas avoir les pieds dans l'eau. On peut passer à la question suivante, si vous voulez bien, et pour répondre à la demande qui m'a été faite, donc je vais essayer d'en donner lecture, même si c'est rapidement, bien qu'elle soit projetée. Donc des travaux sont apparemment prévus par l'association cultuelle des musulmans d'Andrézieux-Bouthéon pour son lieu de culte actuel situé rue Branly, dans l'ancienne gare. Quel est exactement le projet et quel est le projet de déplacement? Alors, effectivement, nous avons au bout de la rue Branly une gare qui a été désaffectée en 1997, qui est restée dans cet état pendant près de 10 ans. Depuis 2007, elle a été affectée à l'association cultuelle pour la pratique du culte musulman. Il se trouve que, compte tenu de son état de vétusté avancé et de sa relative inadaptation à son usage, l'association avait souhaité, dans les années précédentes, se rendre propriétaire du site pour y organiser des travaux. Donc ce transfert de propriété a été réalisé et le projet de travaux n'a pas pu être concrétisé, tout simplement parce que, compte tenu des contraintes dimensionnelles spécifiques de la parcelle, du bâtiment existant, de la proximité de la voie SNCF et ainsi de suite, les projets de permis de construire qui avaient été présentés ne permettaient pas de réunir toutes les conditions, y compris en matière de stationnement aux abords immédiats de l'établissement. Donc ça, c'était lors du mandat précédent. Depuis 2020 que nous sommes arrivés aux affaires, nous sommes en relation avec l'association pour essayer de trouver une solution, soit sur ce site, soit sur un autre site, en essayant de trouver quelque chose d'aussi adapté que possible, en sachant que la localisation actuelle de ce lieu de culte apparaissait à tout le monde assez adaptée. Notamment parce qu'il permet à beaucoup de pratiquants, à beaucoup de fidèles, de se rendre à pied jusqu'à cette salle associative et donc de limiter les problématiques de stationnement. Plusieurs scénarios ont été envisagés et abandonnés, et donc effectivement aujourd'hui existe un projet qui vous est projeté ou qui va vous être projeté, qui va forcément prendre quelques temps de mise en place. Donc dans un premier temps, il va y avoir une structure démontable qui va être installée sur le terrain actuel dont est propriétaire l'ACMA, qui permettra d'éviter d'avoir une pratique qui pose problème à tout le monde, je pense, y compris à l'équipe municipale, que l'on appelle traditionnellement prière de rue. Il paraît effectivement souhaitable d'offrir des locaux adaptés à l'exercice du culte musulman. Et donc, nous avons engagé une négociation et nous allons procéder à un transfert de propriété de l'autre côté de la voie ferrée, contrairement au plan qui vous est présenté. La zone en rouge et en L serait dédiée à la construction d'un bâtiment d'une dimension suffisante par rapport à la capacité de public souhaitée par les promoteurs de ce projet. Et la partie de forme trapézoïdale serait, elle, aménagée pour une aire de stationnement. Le passage à niveau qui est aujourd'hui réservé à la traversée exclusive des piétons pour utiliser les deux quais, les deux destinations de la SNCF, restera accessible tel qu'il est aujourd'hui. Et l'aire en grise goudronnée restera accessible aux véhicules de poids lourds pour essentiel qui desservent la zone d'activité, la zone industrielle de proximité. Et elle servira donc toujours d'aire de retournement. Donc le transfert de propriété est en cours. La portion de la parcelle BH57 donc, sera dédiée à l'ACMAC pour son bâtiment. L'autre parcelle BE36 dédiée au stationnement. Et dans le cadre d'un échange, évidemment avec une compensation financière, puisqu'on échange 2 terrains contre un terrain avec un bâtiment, la mairie redeviendra propriétaire de l'actuelle parcelle BI213 qui appartient à ce jour à l'ACMAB. Voilà, là, en haut à gauche, vous avez en rose les zones qui vont être dédiées, resteront dédiées à la circulation publique, et puis sur la photo en bas à droite, l'état des lieux actuellement pour mieux vous aider à localiser.
Voilà, j'espère avoir été clair et avoir apporté réponse aux 2 questions qui nous ont été proposées. Et j'en profite, sans que la question ait été posée, mais comme elle l'a été en temps utile, effectivement, pour l'aménagement de 2 structures modulaires sur le terrain appartenant actuellement à la CMAB, l'association a dû procéder à l'abattage d'arbres qui lui appartenaient sur sa propriété, mais qui nous permet de préserver les usages de l'espace public. Et bien entendu que lorsque ce terrain redeviendra propriété de la ville, on pourra se poser la question de voir dans quelles conditions on revégétalise cet espace. On essaiera de faire ça dans les meilleures conditions possibles. Voilà, alors j'essaie en même temps de regarder un petit peu les commentaires que je vois. Bon, a priori, on peut continuer et passer donc à la question suivante, qui porte sur le projet du parc des Forges. Mais bon, je parle beaucoup, je vais peut-être laisser Marc résumer la question et leur apporter des réponses. Oui, bien, bonjour. Il s'agit des questions qui portent sur la requalification du parc des Forges, et notamment les questions qui peuvent se poser déjà, qui sont issues des nombreuses séances de concertation qui ont été organisées depuis le début mars. Et la question principale revient bien souvent donc sur la présentation qui a pu être faite avec des implantations hypothétiques d'immeubles pour pouvoir, je dirais, matérialiser un peu les volumes. La question, c'est: ne vous trouvez pas qu'il y ait déjà suffisamment? La mairie ne peut-elle pas s'opposer à la construction de tous ces immeubles collectifs? Peut-elle les limiter en hauteur? Donc, sur la première partie de la question, c'est vrai qu'on rentre dans une période où on a des obligations qui sont faites et des contraintes qui vont être très fortes, et jusqu'à l'année 2050, où donc on doit procéder donc à une zéro artificialisation nette des sols, c'est-à-dire qu'on ne pourra construire que sur des espaces qui ont déjà eu des constructions et qui ont fait l'objet de démolition. On ne pourra pas gagner sur ce que l'on appelle sur les zones naturelles et forestières de nouveaux espaces pour des constructions. Donc à ce titre-là, c'est vrai que sur Andrézieux-Bouthéon, on est très sollicité. Pourquoi? Parce qu'on est déjà une ville qui a une certaine attractivité. On ne peut pas s'en défaire, et tant mieux. Et en même temps, c'est vrai qu'on a voulu, et c'est un exemple, je pense, que de nombreuses communes voudraient suivre mais ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas forcément les possibilités financières. Nous, on peut se le permettre, c'est de réhabiliter des friches industrielles. Pourquoi? Parce que les friches industrielles sont très chères à réhabiliter, parce qu'elles sont donc, c'est sur des zones qui ont été polluées par une utilisation industrielle. Et en plus, donc, sur le parc des Forges, on rencontre une autre problématique, puisque une partie, pratiquement les 2/3, un peu plus des 2/3 de la zone, est en zone inondable. Donc là, ici, vous avez repris donc, les anciennes, pour les gens qui n'habitaient pas à l'époque à Andrézieux-Bouthéon et qui n'ont pas pu connaître le site tel qu'il était, et en même temps les nuisances qui pouvaient être subies par les riverains, puisque c'était une exploitation d'une forge, et qui dit forge, dit presse, dit beaucoup de bruit, de frappe des machines. Donc vous voyez un peu déjà l'aspect qui était celui de ce site, avec les constructions qui avaient lieu. S'opposer à des constructions, ça nous est difficile quand il s'agit de constructions qui s'opèrent sur des secteurs privés, puisque là, on est obligé de respecter notre PLU, qui est actuellement donc en vigueur et qui date de 2013. Sur les constructions du parc des Forges, c'est nous qui sommes à l'initiative de cette zone d'aménagement concerté, et à ce titre-là, on sera à même de pouvoir réduire et moduler donc les constructions. Sur les études qui ont été présentées, c'est vrai qu'on a... il a été indiqué des emplacements, mais c'est des emplacements qui ne seront pas forcément retenus pour tous. Nous, l'objectif principal, c'était de relier le bourg d'Andrézieux-Bouthéon, donc, et notamment à partir de la place du Forêt, sur la Loire. On a une particularité à Andrézieux, c'est que sur le quartier d'Andrézieux, c'est que la ville ne se tourne pas sur le fleuve, ce qui est le contraire, par exemple, sur d'autres communes qui sont proches de nous. Donc ce que l'on a voulu faire, c'était justement pouvoir offrir cette possibilité d'ouverture sur la Loire. Donc par rapport donc, à la question qui peut être posée, on est évidemment soucieux d'avoir cette approche, et ça sera notre fil conducteur pendant tous ces aménagements.
On veut aussi donc pouvoir déployer un parcours de mode actif, sachant que à terme, de toute façon, l'étude déjà porte sur le parc des Forges, c'est 2 hectares 3, mais l'étude de la ZAC porte sur les 9 hectares. C'est-à-dire que c'est sur tout le quartier. Et on pourra relier donc à partir du parc des Forges la promenade donc telle que c'est indiqué de la Loire qui nous mènera donc sur les parcs des Bordoirs, et on aura bien ce cheminement qui pourra être fait, et dans le sens contraire on remontera par donc le pont Riboulon et sur toute la continuité de ce que les randonneurs d'Andrézieux-Bouthéon connaissent très bien. On veut en même temps apaiser donc la circulation. C'est vrai que maintenant on a des contraintes fortes qui nous sont faites quand on fait de l'aménagement donc de voirie, puisque on doit privilégier dans l'ordre suivant les piétons, les cyclistes et enfin les voitures, puis le stationnement. Donc vu la largeur de nos voiries, c'est difficile de concilier tout ça, et on est bien souvent obligé de recourir à des sens de circulation qui sont en sens unique. Ce que l'on a aussi, et puis c'est une demande qui est forte sur ce secteur, c'est de pouvoir maintenir une capacité de stationnement suffisante. Pourquoi ? Parce qu'il y a des activités qui sont faites autant donc commerciales que médicales, et on se doit bien sûr de maintenir ce stationnement. On peut peut-être l'organiser différemment pour que justement on puisse avoir un aménagement un peu plus cohérent et avoir aussi quelque chose de plus paysager pour les stationnements. Intensifier donc le secteur en proposant du logement, c'est une chose, et on voudrait aussi avoir des rez-de-chaussée actifs, c'est-à-dire qu'on a des demandes qui sont faites notamment au niveau médical ou même au niveau de professions libérales qui souhaiteraient pouvoir éventuellement justement bénéficier de locaux en rez-de-chaussée de certains immeubles. On ne favorisera certainement pas donc l'implantation de commerces nouveaux, parce qu'on veut garder donc tout le cœur commercial de la place du Forêt et de ses alentours, et continuer à le favoriser. Vous voyez aussi que donc on souhaite respecter les perspectives vers les bâtiments patrimoniaux. C'est le cas du parc de la Casa et de l'ancienne, puisque c'est la deuxième, donc la première mairie d'Andrézieux-Bouthéon. Et donc, elle est utilisée par la CASA. Et donc, c'est bien évidemment, c'est en plus de pouvoir mettre en valeur encore plus ce parc qui a été un peu délaissé et qui mérite vraiment d'avoir un relooking. Et enfin, donc, on voudrait proposer une continuité et une gradation donc, des aménagements. Ce qu'il y a, c'est que tout ça, ça sera fait sous l'égide du PLUI. Le PLUI est en cours d'élaboration. Il sera sans doute donc, mis au vote en cours 2026-2027. Et on aura justement à proposer sur ces quartiers-là des hauteurs de bâtiments, et ce qui nous permettra de pouvoir diriger vraiment l'aménagement tel qu'on le souhaite et tel qu'il est souhaité donc, par tous les gens qui habitent sur ce quartier. Merci Marc, j'espère que... Alors, oui, donc c'est une question est posée donc, sur la concertation. Donc on a été très très satisfait de voir l'engouement qui a été fait autour de ce projet, et notamment la participation, puisqu'on a récolté de nombreux questionnaires, et donc cette concertation elle doit continuer. Et il y a de nouveaux rendez-vous qui sont programmés. Et donc, juste au cours du mois de mai et de juin, il y aura de nouvelles étapes, notamment une qui concernera une balade urbaine pour pouvoir prendre toute la mesure de ce parc des Forges. Tout le monde a pu constater que maintenant, donc, il y a des travaux de démolition qui ont été faits sur un des bâtiments qui restait donc sur ce site. Et l'objectif, nous, c'est de pouvoir ouvrir ce site avec des aménagements transitoires pour que, justement, on puisse bien comprendre l'utilisation qui sera faite et les aspirations des habitants d'Andrézieux-Bouthéon pour l'utilisation de cet espace qui sera un espace aussi de respiration pour tout ce quartier-là. Une question, mais elle est loin, je n'arrive pas à lire. C'est difficile. Non, mais je l'ai sous les yeux, moi. Ah bon ? Mais c'est sur un autre sujet, c'est sur la circulation. Mais bon, pour conclure sur ce processus, vous l'avez compris, on a engagé la réappropriation de l'avenue du Parc, on a engagé une large concertation avec la population. Nous n'arrêterons que des mesures immédiates pour l'été 2025
de manière à préserver l'avenir et à permettre à la nouvelle équipe municipale qui sera installée l'année prochaine de prolonger le projet que nous avons amorcé ou de lui donner une nouvelle orientation. Encore une fois, toutes les projections qui ont pu être présentées, qui sont présentées, sont le fruit des réflexions collectives et partagées. Elles n'ont à ce jour, pour la plupart, pas d'engagement contractuel, si ce n'est les grands principes qui sont évoqués ici en termes de circulation, de visibilité, d'une manière générale. Alors j'ai pris connaissance de la réunion, de la question qui nous est posée sur l'avenue du Parc, et si personne n'y voit d'inconvénient, je vais passer à la question suivante, parce que ça va me donner l'occasion certainement d'aborder ce questionnement sur l'avenue du Parc. Alors la question suivante, elle est de portée beaucoup plus générale. Elle nous avait été adressée il y a quelques jours déjà, en nous interrogeant sur l'existence d'un schéma général de ce que serait la commune ou ce que souhaiterait la municipalité dans les années à venir en termes d'aménagement d'une manière générale, de répartition entre activités, commerce, habitation, etc. Et infrastructures, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que depuis, pas seulement 2020, même avant, lorsque nous avons présenté publiquement notre vision de la commune et notre projet pour elle dans le cadre de la campagne électorale, nous avons défini 3 axes prioritaires qui étaient les actions solidaires, les actions d'attractivité pour notre commune et enfin les actions d'ordre éco-citoyen. Les actions solidaires, c'est tout simplement pour permettre à notre commune, qui a la réputation, vous le savez, d'être une ville riche, alors je préfère la formule ville disposant de moyens conséquents, ou tout au moins qui en a bénéficié pendant des années, de faire profiter à sa population ô combien diversifiée de prestations accessibles à tous et équitablement réparties. Nous avons un quartier politique de la ville, ce n'est pas par hasard, c'est lié au revenu moyen d'une partie de notre population qui est extrêmement bas. Nous avons plus de 30% de logements sociaux sur notre territoire et donc nous avons une population conséquente en situation de précarité pour des familles, des gens jeunes, moins jeunes, âgés, isolés pour certaines ou en famille pour d'autres. Donc il était important pour nous, dans le cadre de l'aménagement de la ville et dans notre vision de la ville, de permettre à tout le monde d'accéder à la ville, c'est-à-dire à ses équipements publics, à ses espaces verts, à ses parcs, à ses espaces partagés, à ses équipements sportifs, à ses équipements culturels, à ses équipements éducatifs, un accès le plus facile pour tout le monde en termes de déplacement, bien sûr, et en termes d'accessibilité aux personnes en mobilité réduite, et puis aussi en termes d'accessibilité, je dirais, quotidienne par rapport au coût, par rapport au prix d'accès, par rapport aussi à la simplification d'accès, à la fracture numérique notamment. On aura certainement l'occasion de reparler de ça dans un moment. Une ville attractive, parce que si notre ville a été riche par le passé, c'est parce qu'elle a connu un développement économique extraordinaire qui lui a apporté d'énormes richesses, d'énormes recettes. Et ces richesses et ces recettes ont été consacrées à mettre en place de multiples équipements. Nous avons une commune équipée d'une manière extraordinaire et dans tous les domaines. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on atteint les limites de ce développement exponentiel de nos équipements parce que maintenant, il faut les gérer. Et en termes de ressources humaines, en termes de dépenses énergétiques, il faut les gérer en termes d'entretien, purement et simplement au quotidien. Et puis pour certaines qui datent un peu, depuis 20, 30, 40 ans pour certaines, il faut commencer à prévoir leur remise en état et même pour certaines, à leur remplacement, où personne ne peut l'ignorer. On a dû fermer pendant 3 mois le gymnase des Bulieux, qui a 40 ans d'existence, et dont la structure menace ruine. Donc on l'a conforté provisoirement pour permettre sa remise en service et réfléchir à son devenir dans un second temps, dans un temps ultérieur. Donc cette attractivité, elle passe évidemment par des espaces verts, par des équipements, par une fluidité de circulation autant que possible.
ce qui est pas forcément toujours facile, mais ce qui nous permet de bénéficier notamment d'un dynamisme commercial assez exceptionnel et d'avoir dans au moins 2 de nos 3 centres-bourgs, hein, je parle de La Chapelle et d'Andrézieux, une vraie dynamique commerciale. C'est plus difficile à Boutéon, où effectivement le fait que ce quartier soit essentiellement en secteur pavillonnaire fait qu'on a un grand nombre des habitants de ce quartier qui ont une relative indépendance alimentaire et que du coup les commerces alimentaires qui ont essayé de s'implanter sur ce quartier ont pour le moment jusqu'à ce jour pas trouvé leur clientèle. Et puis de toute façon personne ne peut l'ignorer aussi, la pratique, les usages de recours au commerce ont beaucoup évolué et tout ça est en mouvement et en évolution perpétuelle. On est attentif à accompagner ces évolutions et à veiller à ce que les désagréments qui les accompagnent soient limités pour notre population. Cette activité s'accompagne aussi par ce dynamisme et cette attractivité s'accompagne par une activité économique artisanale, semi-industrielle, industrielle forte, qui fait que nous présentons aussi la caractéristique d'avoir entre 12 et 13 000 emplois sur notre commune, alors que nous ne comptons que 10 300 habitants, d'avoir un taux de chômage aux environs de 5%, qui représente le taux de plein emploi pour les analystes économiques. Et donc se pose aujourd'hui la problématique que les déplacements domicile-travail qui, par rapport à nos objectifs d'éco-citoyenneté, sont forcément déséquilibrés, vu le déséquilibre entre le nombre d'habitants et le nombre d'emplois sur la commune, nous incitent à renforcer, pour de l'éco-transition, de l'éco-citoyenneté, pour notre activité, et puis aussi pour rendre accessible notre ville à tout le monde, donc par souci de solidarité, de renforcer nos modes de déplacement. C'est difficile, c'est compliqué, parce que nous ne sommes pas à Berlin, à Barcelone, à Paris. Ce n'est pas le baron Haussmann qui a tracé, qui a dessiné notre ville. Et donc, chaque fois que nous sommes confrontés à la problématique de faire des trottoirs, ce qui est notre priorité absolue, nous souhaitons donner la possibilité aux piétons de se déplacer le plus possible sur l'ensemble du territoire communal, à pied, mais aussi avec des béquilles, mais aussi en fauteuil roulant, mais aussi avec des poussettes, mais aussi avec toutes les difficultés de déplacement que peuvent connaître les piétons. À cela vient s'ajouter la mise en place de déplacements en mode doux, les modes alternatifs aux véhicules motorisés. Ça, il y avait une volonté politique de notre part de toute façon, et la loi de 2022, la loi d'homme, est venue le renforcer. Marc l'a un petit peu évoqué aujourd'hui. Chaque fois que nous engageons des travaux sur une voirie, quelle qu'elle soit et quel qu'il soit, nous devons prévoir l'accueil des piétons dans l'ordre, des piétons, des modes doux et des automobilistes en dernier. Donc les différents aménagements que nous avons pu faire jusqu'à présent nous amènent, dans bien des cas, de choisir la solution de la voie à sens unique, qui a apporté du confort aux gens vivant aux abords de ces rues. J'en ai encore eu un témoignage la semaine dernière, un remerciement chaleureux. C'était le 1er mai, parce que j'étais à l'occasion de ce jour férié en vadrouille sur la commune. Ça me permet de rencontrer les gens et de recueillir des témoignages de vive voix. Et dans le quartier des Terrasses, nous venons de mettre en place une circulation en sens unique sur 2 tronçons de rue. Et des riverains sont venus me remercier pour cet aménagement. Alors bien sûr, c'est là où je rejoins la question qui nous a été posée sur l'avenue du Parc. Il reste encore des voies de circulation qui sont à double sens. Et parfois, lorsque nous mettons en place des voies en sens unique, on déporte de la circulation sur des voies qui étaient plus apaisées par le passé. Et donc, on a parfois le revers de médaille sur ces voies de circulation. Alors, on essaye, autant que possible, en collaboration avec les techniciens de la ville, avec les techniciens de la métropole, avec des cabinets spécialisés que nous consultons régulièrement. Nous faisons des mesures de circulation sur les différents secteurs de la ville. On essaye d'anticiper ces reports et ces transferts de circulation. Parfois, on y parvient et on fait des aménagements qu'on essaye de faire le plus adapté possible. Et puis, des fois, on n'y parvient pas et c'est
devant l'évolution des choses que nous sommes confrontés à la dure réalité d'une situation. Sachez bien que nous restons attentifs à ces évolutions, attentifs aux témoignages que vous pouvez nous apporter, comme celui qui vient de nous arriver pendant la réunion sur l'avenue du Parc, et que les choses ne sont pas figées et gravées dans le marbre, et que nous ferons tout ce qui est en notre possible en matière d'aménagement urbain pour aménager la circulation dans les endroits qui sont susceptibles de se retrouver en surcharge. Dans cette réflexion, les intéressés auront sans aucun doute l'occasion de participer à des réunions de concertation. Il y en a une qui est programmée prochainement sur le secteur de Boutéon avec les riverains. Il y a des endroits où nous n'aurons pas d'autre solution probablement que d'aménager ce qu'on appelle des espaces de rencontre, d'un point de vue technico-réglementaire, qui sont ni plus ni moins que des espaces de voirie dans lesquels tous les usages sont mélangés. Alors ça va certainement être problématique chez nous dans un premier temps, parce que c'est assez nouveau, même si de facto c'est quand même quelque chose qu'on constate, des endroits où circulent les uns à côté des autres, les uns sur les autres si j'ose dire, piétons, modes doux et automobilistes. Donc sur ces espaces de rencontre, nous serons amenés à réduire sensiblement les limitations de vitesse automobile et de mettre en place des signalétiques par panneaux, par marquage au sol, par aménagement urbain là aussi, de manière à bien afficher l'ordre de priorité de circulation. Les piétons sont prioritaires sur tous les autres véhicules. Les véhicules non motorisés sont prioritaires sur les véhicules motorisés. Ce sont des espaces qui existent depuis de nombreuses années, notamment dans des villes comme La Rochelle, qui ont eu des politiques volontaristes à l'égard de la piétonisation depuis plusieurs décennies. Nous, c'est quelque chose que l'on va expérimenter, dont on va essayer de voir les avantages et les inconvénients, et nous ferons ça dans les endroits où on ne peut pas séparer les flux de circulation. Ce n'est pas toujours possible, d'autant plus que nous sommes systématiquement questionnés chaque fois que nous portons des aménagements urbains, y compris sur le parc des Forges, même si on n'a pas trop développé le sujet, sur la problématique du stationnement. Parce que tout le monde souhaite circuler librement, en sécurité, en coexistence plus ou moins pacifique. Et puis malgré tout, les riverains souhaitent continuer à disposer de stationnement, surtout dans les secteurs où le stationnement privé a été sous-dimensionné. Et puis les commerçants aussi souhaitent que leur clientèle, et c'est bien légitime, puisse aussi trouver du stationnement à des distances acceptables de leur activité commerciale. Là aussi, nous jouons aux équilibristes avec ces sujets. C'est pour cette raison que nous avons été amenés à développer une zone bleue dans le centre-bourg d'Andrézieux, ce qui nous permet d'atteindre un objectif majeur pour nous, c'est de maintenir la gratuité du stationnement sur l'intégralité du territoire communal et de lutter contre le stationnement abusif, le stationnement ventouse. Et j'ai parlé de fluidité de la circulation, mais on doit aussi, dans certains lieux, s'assurer d'une fluidité du stationnement. C'est toujours compliqué. Parfois, on habille Pierre en déshabillant Paul. Encore une fois, j'insiste sur le fait que les choses ne sont pas figées, que nous sommes totalement en observation de l'impact des aménagements que nous avons créés. Mais en tout état de cause, pour revenir à la question fondamentale qui est posée, notre objectif, c'est de garder une dimension humaine à notre commune. Nous ne faisons pas la course au nombre d'habitants, d'autant plus que vous le savez, si le nombre d'habitants augmente exagérément, ça a des impacts sur les infrastructures. Là aussi, nous sommes encadrés par la loi française qui nous oblige à préserver des espaces verts sur les territoires, à préserver ce qu'on appelle les ENAF, les espaces naturels, agricoles et forestiers, qui nous invite à ne pas étaler la ville, mais à faire en sorte que la ville se construise sur la ville. Donc, par la force des choses et par rapport à ces différents critères, nous sommes amenés à remplacer de l'habitat individuel par de l'habitat collectif,
parce que si on ne veut pas étaler la ville, on est amené à construire dans ce qu'on appelle les dents creuses et à construire des immeubles avec une relative verticalité. Nous n'envisageons pas de transformer Andrézieux-Bouthéon en Manhattan, en beau Grenelle parisien ou d'autres exemples. On ne compte pas, contrairement à Saint-Étienne, accueillir sur notre commune des tours de grande hauteur, même si il faut bien l'admettre et le comprendre. Et si vous sortez un petit peu d'Andrézieux-Bouthéon, vous pourrez vous rendre compte que c'est ce qui est en train de se produire dans les plupart des communes qui nous entourent et du territoire national. Nous allons certainement revenir en arrière par l'époque que nous avons connue de la situation rêvée pour les familles d'avoir un pavillon avec un terrain. Je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, il y a certaines communes qui ne vendaient pas de parcelles en dessous de 5000 m² pour y construire une villa. Aujourd'hui, la pratique, elle est plutôt entre 500 et 1000 m². Alors tout ça va être encadré dans un nouveau plan local d'urbanisme intercommunal qui est en cours d'élaboration, qui a cette élaboration à l'inconvénient de figer notre plan local d'urbanisme. Donc aujourd'hui, ce plan local d'urbanisme, c'est l'outil dont nous disposons, c'est l'outil avec lequel nous travaillons, donc qui nous permet d'interdire certaines dérives, mais qui nous oblige à autoriser des choses qui sont conformes à ce plan d'urbanisme qui, je le rappelle, a été adopté en 2013, après une concertation publique, après que chaque habitant de la commune ait pu s'exprimer sur le sujet. On est dans une période transitoire. Nous allons nous efforcer, dans cette période transitoire, dans cet environnement réglementaire, de préserver une réelle qualité de vie à l'ensemble de nos habitants, un réel dynamisme commercial, et de permettre à tout le monde de, vous le savez, c'est un slogan qui m'est cher, de trouver à Andrézieux-Bouthéon une ville et un environnement où il fait bon vivre. Voilà, je pense avoir suffisamment développé. Marc, je ne sais pas, sous ton contrôle. Je crois que tout a été dit là. Eh bien, merci. On va aborder la question suivante, ce qui me permettra de voir s'il y a des réactions sur le Facebook Live entre-temps sur ce sujet de l'urbanisme. Si besoin, j'y reviendrai bien sûr. La question suivante porte sur le projet SCAB du Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon Basket, qui, en partie, je dois le dire, se développe à Saint-Chamond. Je vais laisser le soin peut-être à Pierre Julien, qui a eu l'occasion de répondre hier dans le cadre du conseil municipal sur une autre question qui était posée sur ce sujet. Dans cette réponse se trouvaient beaucoup d'éléments de réponse à ces questions. Donc, si tu veux bien reprendre l'argumentaire d'hier et le compléter en fonction des points nouveaux apportés aujourd'hui. Bien sûr, pas de problème. Rebonjour à tout le monde. Alors, le projet SCAB va se faire à Saint-Chamond. Est-ce que la BLS va aussi être délocalisée à Saint-Chamond? Que va devenir le Palais des Sports? Et sur l'autre partie de la question, la gendarmerie a quitté le quartier de la Chapelle. Quel devenir pour les anciens locaux et logements des gendarmes? Je laisserai peut-être Marc y répondre. Alors, je vais essayer de mettre un petit peu les choses dans l'ordre. Le SCAB a été officiellement créé le 1er juillet de 2024. Le SCAB est issu de l'union à la base de deux associations qui sont l'ABLS, notre club de basket de la ville d'Andrézieux-Bouthéon, et le SCBVG à Saint-Chamond. Le SCAB a une équipe en Pro B qui joue à l'Arena et une équipe de NM1, l'ex-équipe 1 de la BLX, qui joue au Palais des Sports. Déjà pour rassurer tout le monde, la BLS ne va pas être ni délocalisée ni disparaître et va continuer à s'épanouir auprès du SCAB comme le SCBVG. C'est tout ce que l'on souhaite, parce que l'Union Sacrée, le projet s'intitule l'Union Sacrée du SCAB, fonctionnera si ces deux associations continuent à s'épanouir et que les deux lieux de vie
que sont le Palais des Sports d'Andrézieux-Boutéon et l'Arena continuent à recevoir du spectacle. Et pour rassurer tout le monde, à partir de l'année prochaine, en plus de la Nationale 1 masculine, les espoirs Pro B du SCAB évolueront au Palais des Sports d'Andrézieux-Boutéon, comme notre équipe 1 de la BLS, la Nationale 3, qui jouera aussi au Palais des Sports. Cette année a été une superbe année, puisqu'il y avait quand même quelques doutes, il faut bien l'avouer, sur le fait que la Nationale 1 dans ce projet ne peut pas aller plus haut que la Nationale 1 aujourd'hui. On a vu qu'avec une équipe de jeunes hyper motivés, on peut avoir un spectacle permanent. Ça a toujours été des matchs hyper intéressants pour ceux qui connaissent le basket et aussi pour ceux qui ne connaissent pas le basket. Donc je vous invite nombreux à aller peut-être découvrir les matchs de play-off d'ici quelques semaines et surtout l'année prochaine à revenir voir ces jeunes qui le méritent plutôt bien. Donc il faut, je pense, être assez rassuré sur l'évolution de cette structure qu'est le SCAB et de la BLS à Andrézieux-Boutéon, sur lequel bien sûr la commune continuera à accompagner, à avoir un œil bienveillant et à continuer à s'investir auprès d'elle. Et j'en profite pour saluer tous les dirigeants des clubs qui s'investissent pour faire en sorte que nos enfants puissent s'épanouir à travers le sport et découvrir plein de belles choses. Voilà. Donc ça, c'était sur la partie sportive. Et puis sur la partie immobilière, sur la gendarmerie, je vais peut-être vous laisser répondre. Oui, donc les gendarmes ont déménagé donc, au 1er janvier de l'année 2025. Ils sont installés donc, sur le quartier des Terrasses et ainsi ils ont libéré à la fois les locaux administratifs et puis leur logement. Donc pour les locaux administratifs, et il y a une maison aussi de logement qui est annexée à ces locaux administratifs, on souhaite donc les conserver. Ça nous permettra justement dans le cadre des prévisions donc d'aménagement du parc des Forges et la déconstruction de l'ancienne mairie, qui était un bâtiment très énergivore, avec lesquels on avait beaucoup de problèmes d'entretien, de pouvoir déménager les associations qui étaient dans ce bâtiment et qu'elles puissent intégrer donc après des travaux et des mises en adaptation donc les locaux de l'ancienne gendarmerie sur la partie administrative. Donc il s'agira donc de créer un peu un pôle autour de l'emploi, puisque on retrouvera différentes associations ou structures qui sont chargées de l'emploi donc sur notre commune. Donc, ceci étant, donc, il restera donc, les logements qui ont été libérés. Et ce que l'on a fait, c'est qu'on a suivi la même procédure que ce qui a été fait pour la maison de retraite Marcel Sicre, c'est-à-dire qu'on a lancé un appel à projet avec la proposition donc, à des organismes, soit donc autour de l'habitat social, soit éventuellement de promoteurs, mais ça serait sans doute plus au niveau de structures déjà bien implantées sur le quartier, de pouvoir acquérir et réaménager ces bâtiments qui sont, pour les avoir visités, on ne visite pas très souvent les locaux de la gendarmerie, surtout d'un parti logement, qui sont très sympas et ils sont en plus entourés de verdure. Donc on pense que ça pourra satisfaire des familles et par l'intermédiaire de bailleurs sociaux. C'est la destination qu'on se propose de donner à ces bâtiments après avoir répondu donc, à ces appels à projets. Merci Marc. Je regarde, oui, je pense qu'on a répondu à tous les éléments de la question. Je fais un tout petit retour parce que j'ai pris le temps de lire intégralement la question sur l'avenue du Parc. Et je me rends compte du coup, il y a un sujet que je n'ai pas évoqué, c'est que nous sommes aussi confrontés à la problématique de la circulation des véhicules de transport en commun. Depuis 2013, nous avons essayé de faire en sorte que la STAS desserve la gare d'Andrézieux. Et donc, il y a eu une traversée de la place du Forêt et de l'avenue du Parc par les bus de la STAS, qui n'est pas sans inconvénient, c'est certain. Mais voilà, sujet sur lequel j'ai le sentiment qu'on n'a pas complètement trouvé la solution. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une réflexion qui est prolongée, qui est loin d'être interrompue. Et c'est un sujet sur lequel, certainement, dans le cadre d'aménagement urbain dans un futur proche, on pourra être attentif et essayer d'apporter de nouvelles solutions. Voilà, je propose de passer à la question suivante. Donc, monsieur le maire, les nouvelles modalités d'accès sont compliquées, notamment pour les QR codes qui parfois ne fonctionnent pas.
Ne craignez-vous pas que ces nouvelles règles entraînent une augmentation des charges sauvages? Le ramassage des poubelles jaunes une fois tous les 15 jours n'est pas suffisant pour les familles. Un ramassage plus régulier, une fois par semaine, est-il prévu? Alors, c'est le maire qui va vous répondre, mais c'est aussi et surtout le vice-président de Saint-Étienne Métropole en charge de la gestion et du traitement des déchets qui va vous apporter des réponses. Et même aussi le président du syndicat d'études sur la gestion sur le traitement des déchets qui regroupe Loire-Forêt Agglomération, la communauté de communes de Forêt-Est, la communauté de communes des Monts du Lyonnais et la communauté de communes du Pilat-Rhodanien, avec qui nous travaillons en collaboration sur les possibilités de traitement des déchets. Je reviens aux questions et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais y répondre à l'envers. Pour ce qui concerne les poubelles jaunes, la collecte des emballages, qui a fait l'objet d'une extension de consigne de tri depuis début 2023, j'ai la satisfaction de pouvoir vous dire que oui, à partir du 2 juin, sur l'intégralité du territoire de Saint-Étienne Métropole, donc aussi à Andrézieux-Bouthéon, les poubelles jaunes seront collectées une fois par semaine. Ça ne remettra pas en cause le rythme de collecte des bacs d'ordures ménagères, qui, pour l'essentiel sur notre territoire communal, restera hebdomadaire. Et il y a quelques cas particuliers sur lesquels je n'ai pas forcément d'utilité de m'étendre, mais enfin, dans le cadre du renouvellement du contrat qui nous lie à la société qui assure la collecte des déchets, et les poubelles jaunes vont être collectées une fois par semaine. Ça va entraîner une réforme des tournées et une réforme des jours de collecte. Normalement, vous devriez tous recevoir dans vos boîtes aux lettres un prospectus vous indiquant les nouveaux jours de collecte qui vont être mis en service à partir du 2 juin. Je sais qu'un certain nombre de nos administrés l'ont déjà reçu. C'est mon cas et je pense que le document qui est diffusé est assez explicite. Ça va changer les habitudes, mais là, pour le coup, ça devrait simplifier la vie de tout le monde. Donc j'espère que ça donnera satisfaction à tout le monde. Pour ce qui concerne les nouvelles modalités d'accès aux déchetteries, elles sont de 2 ordres. Il y en a un qui n'est pas évoqué dans la question, mais sur lequel je veux revenir. Depuis le début de l'année, nos déchetteries sont fermées le dimanche, à l'instar de toutes les déchetteries du département. Nous nous sommes alignés sur nos voisins, ce qui nous permet d'améliorer la qualité, la gestion de nos effectifs à effectifs constants, donc, parce que c'est un objectif majeur, à impôt constant, et d'améliorer la gestion de nos effectifs et de faire en sorte que dorénavant, notre déchetterie, qui est ouverte 6 jours sur 7, vous apporte en permanence 2 agents d'accueil, alors que par le passé, dans certaines circonstances, il n'y en avait qu'un pour vous accompagner dans votre démarche. La deuxième modalité d'accueil, qui est toujours liée à des questions de maîtrise budgétaire et de maîtrise de la pression fiscale, c'est la mise en place du QR code. L'objectif de ce QR code était de rétablir le dispositif d'accès qui existait à l'origine au début des années 2000 par un système de cartes cartonnées à l'ancienne, si j'ose dire, qui a très rapidement apporté ses limites et qui a été abandonné. Il s'agit pour nous de faire en sorte que les déchetteries ne soient accessibles qu'aux personnes qui les financent, c'est-à-dire aux ménages et aux assimilés, c'est-à-dire les petits producteurs de déchets professionnels. Nous aurions certainement été amenés sans cette mesure à soit augmenter le nombre de déchetteries, soit augmenter leur dimensionnement, soit augmenter leurs horaires, mais pour continuer à accueillir des déchets professionnels qui bénéficient d'autres solutions de recyclage de leurs déchets. Alors il y a 2 questions dans la question. La première, c'est la difficulté d'accès au QR code. Sachez qu'à ce jour, 64 000 comptes QR code ont été créés à l'échelle de Saint-Étienne Métropole. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça correspond à peu près au nombre de foyers qui habitent en résidence individuelle. Alors évidemment que les personnes qui habitent en résidence collective ont aussi pu créer des QR codes, mais tout ça pour vous dire qu'un grand nombre de QR codes, malgré les difficultés, ont pu être créés. Beaucoup d'usagers ont créé des QR codes
au cas où, j'ose dire, puisque seulement la moitié, 32 000 comptes, ont été activés. C'est-à-dire qu'à ce jour, on a 32 000 comptes QR code qui ont été créés sans être utilisés. Pour ce qui est des autres, à mi-avril, c'est-à-dire au bout d'un trimestre, le taux d'utilisation était de 2,5 unités par compte. Je rappelle que chaque compte bénéficie de 30 unités pour l'année. Il est vrai que pour les personnes qui ne maîtrisaient pas pleinement l'outil numérique, ça a pu poser des difficultés parce que les créations des comptes sur l'outil numérique étaient assez rapides. Elles devaient se faire en 2 temps, il fallait le comprendre, il fallait télécharger le justificatif de domicile. Bon, il y avait quelques difficultés, mais ça ne se passait pas trop mal. Pour les personnes non adeptes de l'utilisation d'outils numériques, c'était plus compliqué. Je profite au passage pour rappeler à tout le monde que nous avons mis en place maintenant depuis, je cherche Nicole, 2 ans et demi, l'espace numérique public. Donc nous avons mis en place un espace numérique public, peut-être que Nicole pourra en dire 2 mots dans un petit moment, 3 ans, qui permet à l'intégralité de nos habitants, et même au-delà, puisque je crois savoir qu'il est parfois fréquenté par des gens qui ne sont pas de notre commune, d'obtenir une assistance pour toute difficulté d'utilisation des outils numériques. Le QR code, il n'a rien de révolutionnaire. Alors d'abord, le contrôle d'accès n'a rien de révolutionnaire. Il est en train de se développer sur l'ensemble du territoire national et il va se développer sur l'ensemble du territoire national. Par QR code ou tout autre moyen, le QR code, c'est ce que vous utilisez pour prendre le train, pour aller au Zénith, pour aller au stade Geoffroy Guichard, pour aller à un tas d'endroits. C'est quelque chose qui est c'est un outil très performant qui est en train de se développer. Évidemment, ça a été mis en place il y a seulement 6 mois. Il y a un tas d'adaptations. C'est pour ça que nous faisons aussi autant que possible preuve de compréhension. Je rappelle, si le besoin en est, que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, avec son véhicule, a droit à 2 accès en déchetterie sans QR code, parce que nous sommes partis du principe que quelqu'un qui arriverait avec un véhicule chargé, ne disposant pas du QR code, pouvait difficilement être refoulé. Et donc nous avons donné la possibilité aux gens de décharger leur véhicule et même, par étourderie, d'admettre qu'ils pouvaient se représenter une 2e fois en ayant oublié de créer leur compte. Bon, évidemment, à la 3e fois, ça ne marche plus. Dans ce cas-là, on est refoulé. Les règles de QR code, d'accès au véhicule, de décomptage des unités font l'objet d'une observation permanente de notre part. On a été amené à déjà faire évoluer pour ce qui concerne les personnes qui utilisent des quads, les personnes qui utilisent des pick-up, et nous allons très probablement, dans un avenir proche, faire évoluer les règles d'accès aux déchetteries pour les personnes qui utilisent des remorques disposant d'une immatriculation propre. Parce que pour les personnes qui utilisent des remorques avec la même plaque d'immatriculation que la voiture, elles sont déjà avantagées, puisque avec ou sans remorque, une plaque d'immatriculation a droit à un passage. Donc pour les remorques à immatriculation propre, on avait interdit l'accès aux remorques de plus de 750 kg, partant du principe que ces remorques n'étaient utilisées que par des professionnels. Et on s'est rendu compte, à force de retour d'informations, que ce n'était pas forcément le cas. Donc nous sommes en train de travailler sur une évolution de notre outil informatique qui nous permettra de rendre accessibles nos déchetteries aux remorques de plus de 750 kg et probablement que ça s'accompagnera de facilités et de décomptes plus favorables des unités pour les remorques de moins de 750 kg. Tout ça est en train de se mettre en place. Ça sera communiqué prochainement. Je l'ai dit depuis longtemps, nous ne modifierons pas notre dispositif sur son principe jusqu'au mois de septembre, à part des petits ajustements ponctuels. Au mois de septembre, on sera proche d'une année d'usage. On aura traversé les 4 saisons, les utilisations saisonnières de nos déchetteries. On fera un premier plan. Je demande à tout le monde de faire preuve de patience, de faire preuve de courage et d'essayer de s'adapter à ces nouvelles modalités
qui se mettent en place. Vous le savez, du contrôle d'accès a été mis en place dans les établissements scolaires et il va continuer à être renforcé dans les lycées, dans les collèges, dans les théâtres, dans les stades. Voilà, on est, que ce soit bien ou mal, je ne porte pas de jugement, mais on est aujourd'hui amené à améliorer nos dispositifs d'accès, nos contrôles d'accès. Je veux dire aussi que j'ai évoqué à 2 reprises, je vais le faire une 3e et dernière fois, que nous avons le souci de maîtriser la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de faire en sorte qu'elle n'augmente pas. Il faut que vous sachiez que nous sommes tenus par la loi d'utiliser l'intégralité de cette taxe pour les dépenses de collecte et de traitement des déchets. Et c'est pour ça que certaines collectivités qui avaient des recettes supplémentaires à leurs dépenses de traitement des déchets ont pu être amenées à réduire leur taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Il ne faudrait pas s'imaginer que c'est un cadeau de Noël qui est tombé du ciel. C'est tout simplement une adaptation, une mise en adéquation des recettes et des dépenses. Pour ce qui concerne les dépôts sauvages, eh bien oui, évidemment que nous craignons que ces nouvelles règles entraînent une augmentation des décharges sauvages. Et d'ailleurs, nous le constatons. Et je le crains à double titre, c'est que je suis vice-président de Saint-Étienne Métropole et ça m'ennuie d'être à l'origine partiellement de ces dépôts sauvages. Et je le regrette et je le crains d'autant plus qu'en tant que maire, c'est moi qui ai la charge, comme tous les maires de Saint-Étienne Métropole, de la propreté de l'espace public et de l'enlèvement de ces dépôts sauvages. Donc ça veut clairement dire que les règles de gestion imposées par Saint-Étienne Métropole génèrent des dépenses pour les communes. Donc c'est un problème. Alors, il ne faut pas exagérer, il faut être raisonnable. Des dépôts sauvages et des décharges sauvages, on en avait. À Andrézieux-Bouthéon, on est bien placé sur cette thématique. On en a un petit peu plus depuis la mise en place des règles d'accès aux déchetteries. En 2017, une première action de contrôle d'accès aux déchetteries pour les professionnels avait été mise en place en interdisant l'accès des camions plateaux. Ça s'était traduit dans un premier temps par une recrudescence des dépôts sauvages. Et puis petit à petit, et au fil du temps, suite aux actions préventives et répressives qui sont menées par les communes, Andrézieux-Bouthéon par la police municipale, par la gendarmerie, par notre brigade verte, petit à petit, on avait réussi à rétablir la situation. Et donc, je crains effectivement de subir cet inconvénient. Je ne désespère pas de lutter efficacement contre ces dépôts sauvages, sachez que nous déployons à Andrézieux-Bouthéon, comme dans beaucoup d'autres communes de la métropole qui subissent ces désagréments, des dispositifs de recherche, des dispositifs de vidéoprotection, de vidéosurveillance, et nous sommes très actifs sur l'enlèvement des dépôts sauvages par les gens qui les ont occasionnés chaque fois qu'on peut les identifier. Et là aussi, chaque fois que nous en avons la possibilité, nous procédons aux verbalisations qui vont avec. Voilà, alors sur les déchetteries, je pense avoir répondu, les accès aux déchetteries, je pense avoir répondu, et j'espère efficacement aux questions. J'espère que la collecte hebdomadaire des poubelles jaunes va donner satisfaction à tout le monde. Je pense que ça va être le cas. Et j'en profite aussi, puisque ça correspond à l'illustration que vous avez sous les yeux, nous allons petit à petit développer des poubelles sur l'espace public avec un couvercle jaune pour proposer à nos administrés un geste de tri préventif des déchets sur l'espace public. Nous sommes accompagnés par l'organisme Citeos pour le développement de ces points de collecte sur l'espace urbain. Je ne me fais pas d'illusions, on pratique déjà ça depuis un certain temps sur notre événementiel. Je me tourne vers Eric Vaucanson, hein. On sait que ça marche plus ou moins pour des problèmes de compréhension, pour des problèmes d'acceptation de l'effort qui est demandé aux administrés. Mais là aussi, il faut insister, ça prendra des mois, des années, peut-être des décennies, mais petit à petit, je pense qu'on arrivera à faire comprendre à nos concitoyens, à nos administrés, que la protection de notre planète ne peut pas être un simple discours, que ça doit se traduire par des actes, et ces actes, tout le monde doit les conduire et y participer. Nicole, je veux bien te laisser dire 2 mots sur l'espace numérique et à la limite dans le prolongement de l'espace France Service. Ça me permet de lire les questions qui nous sont arrivées et de prendre la suite. Oui, bonsoir à toutes et tous. Donc oui, à propos de l'espace numérique public,
Ça fait 3 ans au mois de mai donc, qu'il est ouvert. Victime de son succès. Donc tous les matins, il y a des ateliers. Prendre en main son ordinateur, apprendre à naviguer sur Internet, prendre en main son smartphone, etc. Voilà, tous des ateliers qui sont proposés à nos habitants. Et puis l'après-midi, c'est en accès libre. Donc tout à chacun peut aller prendre l'outil qui est mis à sa disposition. Il y en a une petite dizaine. Donc, et faire ses déclarations, ce qu'il a à faire sur Internet ou faire des recherches. Il y a même des enfants qui viennent pour faire des recherches pour leurs exposés ou autres. Voilà, donc c'est un vrai service. Les habitants sont très contents de cet espace numérique public. Et puis plus récemment, donc le 13 janvier, nous avons ouvert l'espace France Service, alors là également, victime de son succès, ouvert tous les jours de la semaine. Alors depuis le 13 janvier qu'il a été ouvert, on a plus de 800 personnes qui ont poussé la porte de l'espace France Service et plus de 500 sont de notre commune. Il faut savoir qu'un espace France Service n'est pas que pour notre commune, les habitants de l'extérieur peuvent y venir. Et donc là, la première des choses que les gens viennent rechercher, eh bien, c'est pour faire leur passeport, leur carte d'identité, enfin tout ce qui est ces services-là. Ensuite, il y a la CARSAT qui est très demandée aussi avec les demandes de retraite, puis la CAF, la CPAM, l'URSSAF, etc. Et même, justement, tout à l'heure, monsieur le maire en parlait, des renseignements sur la SOR ou sur la déchetterie, etc. Donc, plus récemment aussi a été ouvert la Poste, le 10 mars, donc, qui était de l'autre côté de la rue, en fait. Et donc, c'est un vrai plus que la Poste soit à côté de l'espace France Service et puis dans des locaux qui ont été tout rénovés, adaptés. Également une salle de réunion à l'arrière pour les partenaires, voilà, qui sera mise à disposition avec un calendrier. Et cet espace, cette salle est équipée de visio, également de tous les services qu'on peut avoir aujourd'hui en termes de modernité. Donc pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que quand même, cet espace France Service est situé à l'angle de Loire Habitat, de Deux Fleuves Loire Habitat, en face du Carrefour Market et au rond-point de l'Avion. Donc voilà, si vous avez, en ce moment, il y a des permanences pour les impôts, qui, bien entendu, ont du succès également parce que, voilà, on a tous, pas tous, mais certains ont besoin de renseignements. Donc, vous prenez rendez-vous et voilà, vous serez reçus. Donc, l'espace France Service est tenu actuellement par Sarah et Emma. Et à l'après-midi, Elisabeth Verrier qui tient également la Poste. Et puis, sur l'espace numérique public, c'est Shaima et Emma. Voilà. J'espère avoir répondu. Et puis, s'il y a d'autres questions, je suis à votre disposition. Merci, Nicole. Je suis élu depuis de très nombreuses années. Et puis, même avant d'être élu, j'assistais aux réunions publiques et aux rencontres citoyennes, même si elles ne s'appelaient pas comme ça, sur la commune. Et depuis ce temps-là, je chambrais souvent l'adjointe à la culture en lui disant « Bon, tu viens, hein, mais il n'y aura pas de questions qui te concernent. Hein. » Et je pense que c'est une première depuis au moins 10 à 15 ans. Une question nous a été posée concernant les projets culturels. Donc, je vais laisser la parole à Hélène Fabre pour essayer d'y répondre. Bonsoir à tous. Merci d'avoir posé cette question d'abord. Alors, en ce qui concerne notre commune de 10 000 habitants, on a déjà beaucoup de chance d'avoir des structures culturelles
que nous connaissons, notamment donc, le château, le théâtre du parc, la médiathèque et chaque bibliothèque dans ces quartiers, ainsi que le conservatoire, avec évidemment toutes les associations culturelles. Alors, en ce qui concerne les projets, des gros projets, disons qu'on est déjà bien lotis et on s'investit pour toujours faire vivre au mieux ces structures. Il faut savoir quand même qu'au niveau du théâtre du parc, nous avons eu la reconnaissance d'avoir un label national au niveau de la danse. Donc c'est quand même une belle consécration et une reconnaissance du travail de toute l'équipe. En ce qui concerne le château, on travaille toujours pour vous donner à vivre de nouvelles animations. La médiathèque et les bibliothèques sont toujours au fait d'avoir des dernières nouveautés, des expositions. Et là, notamment, je profite de cette question pour vous dire que nous travaillerons avec la Biennale du Design et nous accueillons donc un objet que je vous invite à venir découvrir dès mi-mai, qui sera donc exposé à la médiathèque. Le conservatoire qui a près de 500 élèves avec les disciplines, il y a 13 instruments de proposer, 6 disciplines d'art plastique et 4 disciplines de danse. Voilà. En ce qui concerne les associations à proprement parler, on a toujours le plaisir d'accueillir des nouvelles associations avec de nouveaux projets, comme cette année Cabarev qui a offert deux soirées au théâtre du parc autour de la magie et qui a fait ça le comble. Et puis il y a également les meilleurs ouvriers de France qui vous proposent de suivre différentes formations, notamment dans le travail du cuir, de textile et de dentelle. Voilà. Merci Hélène pour cette présentation succincte. Ce que je veux aborder avant de passer à la question qui nous avait été envoyée en amont, c'est une question qui nous a été posée en direct sur le réseau social, qui concerne donc le bâtiment, l'ex-entrepôt Cdiscount qui reste allumé constamment. Bien que plus personne n'y travaille. Alors, très honnêtement, on ne sait pas trop ce qu'est devenu, ce que va devenir cet entrepôt Cdiscount. Ce que je peux vous dire, c'est que nous menons une action déterminée en matière d'éco-citoyenneté sur les enseignes lumineuses, parce que là, on s'appuie sur une réglementation claire qui a été actualisée d'ailleurs assez récemment à l'échelle métropolitaine, dans le cadre du règlement local de publicité intercommunale. Donc tout ce qui est éclairement des vitrines et des enseignes, nous avons des patrouilles de police municipale, de brigade verte qui nocturnent assez régulièrement, qui nous permettent dans un premier temps de mettre en demeure et dans un deuxième temps, le cas échéant, de verbaliser les commerces, les établissements qui n'éteignent pas leur enseigne. Alors cette réglementation ne s'applique pas pour l'éclairement des parkings. Ça peut paraître surprenant, mais c'est comme ça. L'éclairement des parkings est à la discrétion des entrepreneurs d'une manière générale. Maintenant, je remercie la personne qui nous a adressé ce signalement. On va procéder à une vérification, notamment s'assurer que ce ne serait pas un éclairement automatique qui aurait été oublié, et ça peut arriver. J'ai en tête le cas d'une enseigne qui s'allumait automatiquement à partir d'une certaine heure sans que le propriétaire en soit informé. Et donc on était intervenu, on a pu régler le problème. Donc oui, la consommation, c'est au-delà de l'aspect écologique, consommation électrique, il y a l'aspect pollution lumineuse, purement et simplement. Tout à l'heure, quand on parlait d'éclairage public, on a parlé de protection de la biodiversité. Et donc on est attaché dans le cadre réglementaire dont nous disposons, à lutter contre ces pollutions lumineuses. Et on s'intéressera à ce cas particulier. Et je rappelle qu'il y a un service d'écoute citoyenne qui a été mis en place en 2008. Il fonctionne
depuis longtemps par messagerie, par contact téléphonique. Vous avez la possibilité de vous adresser au service d'écoute citoyenne et n'hésitez pas à nous faire remonter ce type de signalement. Il ne reste jamais lettre morte. Donc ce que je propose, c'est de passer à la question suivante. C'est la dernière qui nous a été adressée. On a gardé le meilleur pour la fin, si j'ose dire. Alors, le dossier Soforec est un dossier qui nous pose problème depuis un certain temps. Donc l'implantation de cette entreprise sur la ZAC des Volons a été décidée par Saint-Étienne Métropole en 2018 et actée en juin 2020, 15 jours avant le deuxième tour des élections municipales. Il s'est concrétisé quelques mois après par, dans un premier temps, une enquête publique qui a permis à un certain nombre de riverains, un certain nombre d'administrés de s'inquiéter fortement sur l'arrivée de cette entreprise qui créait de nuisances importantes à Saint-Étienne sur son ancien lieu d'implantation et qui, malgré les inquiétudes manifestées, malgré les contrôles qui ont pu être apportés par les services de l'État et par le commissaire enquêteur, s'est conclu par un avis favorable de celui-ci, avec assorti de réserve, mais un avis favorable. Au regard de cet avis favorable, la préfète de la Loire, puisque à l'époque c'était Madame Catherine Seguin, a délivré l'autorisation d'activité de cette entreprise, d'activité d'installation classée, en insistant dans son arrêté d'autorisation sur le fait de respecter les préconisations du commissaire enquêteur, particulièrement en matière de nuisances sonores. Pour ma part, comme la préfète, ne souhaitant pas au-delà de ce qu'autorise la loi, aller au-delà de ce qu'autorise la loi, en sachant que de toute façon je n'en avais pas véritablement le pouvoir, j'ai observé l'installation de cette entreprise en étant très clair depuis le début avec son responsable, avec ses gérants, sur le fait que je serais très vigilant sur le respect des prescriptions formulées et du respect de la réglementation. Et puis, au bout de quelques temps, nous nous sommes aperçus que, malgré les contrôles effectués, nous étions confrontés à une entreprise qui faisait en sorte de rester en dessous des contrôles radars, lesquels contrôles radars, de toute façon, n'avaient pas décelé, si ce n'est ponctuellement et d'une manière facilement remédiable, des anomalies en matière de nuisance sonore, tout simplement parce que la réglementation n'est pas appropriée à ce type d'installation, me semble-t-il, c'est un avis personnel, et ne prend pas en compte les émergences sonores brutales et ponctuelles qui, en fait, sont la caractéristique des nuisances générées par Soforec. On a essayé plusieurs démarches, des démarches que je qualifierais à l'amiable, en demandant à l'entreprise de prendre des dispositions pour améliorer ces nuisances sonores. Nous n'avons pas obtenu satisfaction. Je dirais presque, j'oserais presque dire au contraire, en tout état de cause, les seules réponses qu'on a eues ont été sans effet et les autres propositions qu'on a pu recevoir n'avaient potentiellement que comme incidence une augmentation de l'activité de cette entreprise. Ça s'est concrétisé véritablement lorsqu'on a autorisé l'augmentation des murs d'enceinte, qui leur a permis d'augmenter leur hauteur de stockage. Donc on a fait rabaisser les murs d'enceinte. Et là, on avait une proposition de créer un nouveau bâtiment pour abriter les activités sonores, mais qui générait une augmentation de l'emprise de l'entreprise. Et là, soyons clairs, j'en avais la possibilité. J'ai essayé d'obtenir de Saint-Étienne Métropole un rejet de cette proposition. Et je l'ai obtenu, cette proposition a été rejetée. Aujourd'hui, avec l'appui des services de l'État, a été décidé par un arrêté préfectoral récent, il a été notifié il y a quelques jours seulement, et l'entreprise bénéficie d'un délai d'1 mois pour le mettre en application,
une prescription nouvelle a été apportée à cette entreprise pour mettre en place un dispositif de contrôle sonore dans la durée, permanent, sur une durée de 1 mois, qui va, je l'espère, nous permettre d'objectiver les nuisances sonores et d'objectiver le comportement des responsables de cette entreprise et de leurs salariés. Dans la durée, ce sera plus significatif. Je ne tire pas de plan sur la comète, je ne sais pas ce que ça donnera. Ceci étant, je redirai ici ce que j'ai pu dire dans d'autres réunions publiques, en séance du conseil municipal, et que j'ai dit aux intéressés, bien sûr, hein, depuis longtemps, les yeux dans les yeux. Si je ne l'avais pas fait, je n'oserais pas le faire aujourd'hui. Hein. Et que je le redirai probablement dans le cadre d'une réunion publique que j'envisage d'organiser avant les vacances d'été. Les responsables de cette entreprise ne bénéficient plus d'aucune confiance de ma part. Et j'ai la conviction personnelle que la seule solution envisageable pour apporter une réponse pérenne et satisfaisante pour les riverains dont les plaintes sont légitimes, je n'en doute pas, je n'en doute plus, mais en fait je n'en ai véritablement jamais douté. À partir du moment où ces nuisances ont été avérées, j'avais simplement invité tout le monde à ne pas crier avant d'avoir mal, parce que j'ai pris une image qui vaut ce qu'elle vaut, mais bien qu'on puisse être persuadé qu'une voiture de sport ait peu de chances de respecter les limitations de vitesse sur les autoroutes, ce n'est pas pour autant qu'on peut leur interdire l'accès au péage. On ne peut pas faire un procès d'intention au conducteur d'une voiture de sport et dès son approche du péage dire qu'il va dépasser les 130 km/h. Par contre, s'il roule sur l'autoroute et qu'il dépasse les 130 km/h, il faut savoir l'arrêter, le verbaliser et au pire, en fonction de l'excès de vitesse, lui confisquer le véhicule. Je vais rester dans cette image. Je pense qu'aujourd'hui, on est difficilement en capacité de verbaliser les excès de Soforec. Je pense qu'il faut qu'on arrive plus ou moins cordialement à confisquer le véhicule et donc clairement à envisager une relocalisation de cette entreprise. Le problème, c'est que ça peut difficilement se faire d'autorité et surtout du jour au lendemain, que ça ne peut s'envisager que si on a une autre solution de localisation et de localisation foncière sans déplacer le problème, mais bien en essayant de faire en sorte de trouver un nouvel environnement qui pose plus de difficultés avec des habitations voisines. Nous y travaillons avec Saint-Étienne Métropole. Les dirigeants de Soforec ont reçu ce nouvel arrêté préfectoral il y a quelques jours. Quelques semaines auparavant, il y a environ 1 mois, hein, quelque chose comme ça, ils ont reçu un courrier de Saint-Étienne Métropole co-signé de la première vice-présidente et de la vice-présidente en charge des affaires économiques, leur annonçant qu'ils ne bénéficieraient d'aucune autorisation d'extension de leur entreprise et que la métropole était en recherche active d'une solution de relocalisation. On va être clair, ce ne sera pas fait avant cet été. Je veux bercer personne d'illusions à ce sujet, mais ça n'attendra pas 20 ans comme la relocalisation de Saint-Étienne vers Andrézieux-Bouthéon a pu durer. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Dans la question qui nous a été envoyée, un parallèle était fait avec la création d'une unité de valorisation énergétique des déchets. C'est un autre sujet à part entière. Effectivement, Saint-Étienne Métropole, et je suis au cœur de ce projet, envisage de mettre en place une unité de valorisation des déchets. C'est tout simplement un incinérateur de déchets, mais contrairement à ce qui existait par le passé, ça ne sert pas qu'à réduire les volumes de déchets et les faire partir en fumée. Ça consiste à récupérer la chaleur émise par la combustion de ces déchets pour, après filtration des émissions dans l'atmosphère évidemment, et pour contrôler la pollution, faire en sorte que la chaleur récupérée par cette combustion serve soit à alimenter des réseaux de chaleur industriels, soit des réseaux de chaleur urbains, soit des unités de cogénération qui permettent à partir de chaleur de produire de l'électricité, étant donné aussi que accessoirement
des expérimentations sont conduites pour, avec cette chaleur, produire du froid, produire de la climatisation aussi. Donc on travaille très sérieusement à l'échelle de métropole, mais dans le cadre d'ici des maires, du syndicat de traitement des déchets interterritorial, à la mise en place d'une unité de traitement de valorisation énergétique sur le territoire de Saint-Étienne Métropole. Mais aujourd'hui, nous n'en sommes qu'au stade des études et je ne peux absolument pas dire si oui, non, il sera possible, en fonction du foncier qui aura été identifié, d'y rapprocher Soforec. Les critères sont assez différents sur les 2 lieux d'implantation. Donc, pourquoi pas, mais ça reste totalement aléatoire d'associer les 2 projets. Voilà ce que j'essaie de faire pour répondre à cette problématique dont à aucun moment je n'ai contesté la réalité. L'équipe municipale et moi-même sont très attentifs aux nuisances sonores créées par cette entreprise. La police municipale, la brigade verte sont totalement engagés aussi. Ils font souvent l'objet d'appels de la part des riverains, parfois exagérément agressifs, parce que vous savez, c'est comme quand on appelle un service après-vente, c'est pas forcément la personne qu'on a au bout du fil qui est responsable de votre source d'irritation. Bon, ils essayent d'être compréhensifs aussi, et voilà, et on essaye tous de trouver une solution et d'accompagner, j'ai mis des guillemets à ce mot, d'accompagner les dirigeants de Soforec pour un meilleur fonctionnement de leur entreprise. Voilà, alors je vais jeter un coup d'œil rapide, si vous m'y autorisez, pour vérifier si d'autres questions. Pouvez-vous nous présenter le futur projet d'aménagement du quartier Forum, démolition Forum, place parking? Je vais peut-être te rendre le micro, Marc. Tu avais déjà un peu abordé la question, mais tu vas y entrer un peu plus en profondeur. Oui. C'est vrai qu'on a commencé à répondre à une partie de la question. On avait déjà précisé qu'il serait sans doute la déconstruction du bâtiment nommé maintenant le Forum, l'ancienne mairie, serait faite dans un délai qui n'est pas immédiat, puisqu'on souhaitait pouvoir reloger les occupants de ce bâtiment, qui sont des associations et des organismes. Aujourd'hui, la programmation n'est pas faite. La déconstruction entraînera une reconstruction d'un immeuble, puisqu'on aura, sur la base d'un appel à projet, on sollicitera le meilleur avenir pour ce site, avec sans doute de l'habitat. Il a fait référence en même temps pour savoir si ça sera accompagné de parking. On en a déjà parlé. Bien sûr, de toute façon, chaque fois qu'il y a une construction, il y a une obligation qui est faite dans le PLU actuel et dans le PLU a fortiori d'avoir des lieux de stationnement suffisants par rapport au nombre de logements, qui sont un peu plus de 2 par logement maintenant sur tout ce qui est résidentiel. Ce qui est commerce, j'avais eu l'occasion de préciser que ce n'était pas un vœu de développer du commerce pour ne pas nuire à l'attractivité de notre place du Forêt et de ne pas multiplier les centres qui accueillent du commerce dans plusieurs secteurs du quartier d'Andrézieux-Bouthéon. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Merci Marc. Alors on s'était donné pour objectif de s'arrêter à 20h. Alors on a un peu mordu la ligne, mais bon, il est de bonne compagnie qui sache se quitter. Je vais quand même répondre à la dernière question qui nous a été posée. Quelqu'un nous a écrit pour nous demander si on pouvait donner le nom du futur pape. J'en suis désolé, on n'a pas la fumée blanche et on ne lit pas dans les boules de cristal. Donc pour cette question, il faudra patienter encore quelques jours. Trêve de plaisanterie, évidemment que si d'autres questions vous viennent à l'esprit, il vous sera toujours possible, par le biais de l'écoute citoyenne, d'une part, par le biais de nos réseaux sociaux, d'autre part, y compris ILIWAP, qui, vous le savez, vous permet de nous écrire. Il y a une boîte à idées sur cette application. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser aussi pour nous interpeller. L'écoute citoyenne est accessible aussi via ILIWAP.
Donc vous pouvez nous poser de nouvelles questions. Et puis, surtout, ce que je vous demanderais, je vais vous faire une prière avant de conclure, c'est de partager cette expérience avec les gens que vous avez autour de vous. Si vous y avez trouvé satisfaction, de le dire. De le dire sur nos réseaux sociaux, de le dire aux gens qui vous entourent et de nous dire si il faut qu'on continue. On a besoin de savoir comment vous avez vécu ça pour savoir s'il faut le répéter. Et puis, bien entendu, que si on le répète, plus vous serez nombreux à nous envoyer des questions en amont, parce que, on ne va pas se tromper, ça nous aide à préparer les réponses. Mais j'espère qu'on l'a démontré aujourd'hui. Aucune question ne nous fait peur. Nous sommes capables de dire « on ne sait pas ». Et quand on ne sait pas, on prend note de la question. C'est le cas pour le bâtiment, c'est Discount. On ira chercher la réponse à cette question et on apportera la réponse au moins à la personne qui nous l'a posée. C'est vrai que c'est plus difficile pour les questions adressées sous couvert de l'anonymat, mais malgré tout, on fera tout pour apporter des précisions. Merci à tous pour votre ardente participation. À vous les téléspectateurs numériques et puis aux gens qui m'entourent, les services, les techniciens. Je crois qu'on n'a plus de bugs, je n'ai pas vu. Donc on progresse de jour en jour. Hier, pendant le conseil municipal, on a eu une petite image figée pendant quelques temps. Ça semble-t-il pas été le cas aujourd'hui. C'est formidable. Rendez-vous à la prochaine édition de ces rencontres citoyennes numériques. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end du 8 mai. Merci à tous. Au revoir. Personne n'ose parler. Bravo pour tous ceux qui ont préparé ça. Ça marche.